Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle note. Dans cette vidéo, alors je vais parler de l'environnement data science, l'environnement global, où en fait il y en a six couches à connaître et à savoir dans le monde de data science, allant de la big data jusqu'aux décisions, sortir de décisions. Donc, je vais vous parler, je vais inclure aussi beaucoup de mots-clés. Bon, après, dans d'autres vidéos, on va parler de ces mots-clés mot par mot. Mais l'essentiel de cette vidéo-là, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est une couche tout d'abord et le passage d'une couche à l'autre et qu'est-ce que chaque couche peut contenir. Et aussi les mots-clés sont aussi à retenir parce que sont souvent utilisés dans ce monde-là. On ne sait jamais si vous bossez dans ce domaine ou bien vous lisez un papier ou un bouquin de data science ou bien ça peut vous servir si vous faites aussi de l'analyse de données ou bien d'autres choses. Il y a beaucoup de mots techniques qui qui sont pas forcément des mots marketing parce que souvent on entend des mots marketing et puis on a l'impression que les gens savent rien quoi dire quoi. Mais l'importance ici c'est de comprendre ces mots mieux que de balancer des mots comme ça, des couches de data science, knowledge, information, data mining, de big data. En fait, il y a beaucoup de mots techniques, mais voilà, il faut s'y mettre, il faut connaître tous ces mots-là avant de commencer à parler data science. Bon. Là, j'ai fait. Alors, j'ai cette couche de la data science que je constate qui sont primordiales pour n'importe quel data scientist. Voilà, c'est à connaître quoi. Donc, allons big data, puis on a une couche data, puis on a une couche data mining, et puis une couche information, knowledge jusqu'aux décisions. Donc, maintenant sur Internet, on peut parler de data, information, knowledge, avec plus de précision. Dans cet environnement, je constate qu'on a six couches. Et chaque couche a sa spécification, ses spécificités. Donc, la big data, là, je vais parler grosso modo. Je vais parler grosso modo parce que dans d'autres vidéos, on va parler avec plus de détails sur toutes ces couches-là. Donc, voilà. Donc, si je prends un petit exemple, par exemple, là, je récolte des données à partir du web. J'enregistre tout ce qui touche la média, donc les URL, j'enregistre les bannières, la catégorie de cette bannière, c'est les pubs, j'enregistre les articles, j'enregistre tout ce qui paraît sur une page web. Et puis par exemple, j'ai des données qui me parlent du contenu des bannières par exemple ou des articles ou bien des tweets ou bien des posts sur Facebook et tout ce genre de choses. Puis si j'ai des audiences, ça veut dire si j'ai des informations sur les audiences ou bien les investissements derrière les pubs et ainsi de suite. Donc du coup, ce que je veux dire en fait, c'est il y a beaucoup d'informations. Bon, le domaine peut varier. Mais l'importance de là que à nos jours on récolte beaucoup de données, peu importe le domaine, et ces données-là viennent de beaucoup de sources en fait, qui peuvent être des pages web, des bannières, ce genre des images, des vidéos, des documents. On peut aussi télécharger des documents, des CSV, des textes, et ainsi de suite. En fait, des PDF, il y a beaucoup de choses sur le web qu'on peut récolter. Genre, je sais pas, on peut prendre n'importe quel domaine, mais moi j'ai pris le domaine des médias. En fait, c'est l'actionable intelligence ou bien des choses comme ça. Donc, on peut commencer par récolter beaucoup de domaines pour en sortir des informations. Mais
l'important, c'est que pour chaque domaine, si on parle de la big data, on va commencer par des différents formats. Donc, soit par exemple, il y a même des tables de base de données, hein. Donc, si j'intègre, si je commence par une couche big data, genre j'utilise Hadoop ou bien Spark ou bien un environnement comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais pas parler de qu'est-ce que c'est Hadoop et comment ça fonctionne et tout. Mais l'important, c'est ces environnements-là reposent sur ce qu'on appelle de MapReduce. Donc il n'y a pas le notion de ETL, c'est en fait c'est l'inverse. Si on commence à intégrer, à sortir l'information, puis on va l'intégrer. Donc c'est un peu l'inverse. Mais bon, c'est pas l'importance de cette vidéo. Donc ici, dans la couche de Big Data, toutes ces données-là vont être divisées sur par exemple par la couche HDFS sur des morceaux de données et puis ce qu'on appelle map. Donc ils vont être divisés comme ça. Donc là, voilà, ils passent ce genre un seul format d'Hadoop par exemple. Et puis ils vont être mis ensemble, ce qu'on appelle l'étape reduce. Donc ça, on va parler plus tard. Donc genre, si je veux intégrer la couche big data dans mon entreprise, par exemple, ou bien si je constate que cette pyramide-là ou ce tableau-là est juste et qu'il contient tout du coup, donc là, je constate que, par exemple, je commence par un big data, donc ce qui repose sur MapReduce, et puis voilà quoi. Après, je passe à une couche qui s'appelle couche data. Donc, dans tout ce qui est data, une fois j'ai mes données là, donc voilà, ils vont passer à une couche data. Donc, dans cette couche data, on va parler maintenant de nettoyage et préparation de ces données. Donc, on sait bien que par exemple en Hadoop, les données vont avoir un format propre à Hadoop. Donc, là, on voit plus justement ces formats-là, mais on a un seul format propre en fait. Et du coup, maintenant, on va travailler avec ces formats-là. Donc maintenant, en fait, tout ce qui est nettoyage et tout ce qui est préparation, justement, maintenant, il vient après. Donc, or qu'avant, en ETL, extraction, transform, load, donc là, c'est l'extraction, or que maintenant, c'est un peu inversé, quoi. Donc c'est pour ça l'extraction, genre tout ce qui est nettoyage et préparation, ça va être ici. Mais bon, ça c'est pas en fait le problème. Donc maintenant la couche data va nettoyer tous ces formats-là, va préparer des informations propres, juste. Donc voilà, on enlève le reste. Donc ça c'est un peu de la qualité aussi de la donnée. Donc c'est une phase de préparation. Voilà. Donc une fois je suis là, je vais passer maintenant à analyser mes données. Donc ce qu'on appelle de data mining, que voilà, justement on peut aussi intégrer des statistiques. Il y en a des gens que maintenant ils disent que le stat c'est inclus dans la data mining, c'est comme vous voulez en fait. Et voilà, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Mais ici, la data mining, c'est la couche qui vient juste après la couche data, juste après qu'on a réalisé des données propres. Donc, dans la couche data mining, on va faire tout ce qui est analyse. Genre, on peut faire de la classification, de la régression linéaire, chercher les relations entre les variables d'étude et voir comment, par exemple, une information se propage dans le temps. Donc, on parle série temporelle et tout ce genre de choses. On a, on a aussi, par exemple, les arbres de décision. On peut parler des signaux et de change de sauge. Donc en fait, si on parle de signaux, on peut parler des phases pour sortir des phases dans un signal comme ça. Et donc ces phases-là vont être aussi significatives dans l'analyse de données. On peut parler justement aussi des modèles. Donc si je remarque des modèles dans mes signaux, là je sors et je dis combien les informations que j'ai qui me viennent là, ils se propagent d'une telle façon, donc ils suivent un modèle bien défini.
Et je peux en fait, il y a beaucoup de mots-clés. Et si je remarque des choses répétitives, donc ce qu'on appelle les motifs, donc les motifs, si j'ai quelque chose répétitif, genre saisonnalité dans le recueil ou un truc comme ça, ou bien dans le signal, ça aussi, ça va m'aider à faire tout ce qui est analyse de données. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Donc je peux parler aussi de score, genre quand je sors quelque chose là, donc classification, ou donc par exemple je sors des scores, j'affecte des scores à ces clusters-là, et puis je peux aussi parler des scores pondérés, genre qu'ils ont des poids, donc un groupe est plus important que l'autre et tout ça. Donc je peux parler des classes aussi, je peux parler justement des branches là, donc je peux parler des secteurs, je peux parler beaucoup de choses ici. Donc pour l'importance finale de cette couche-là, que je sorte des analyses. Voilà, j'ai beaucoup de techniques qui me permettent de faire ça. Donc, l'importance que je sorte des analyses, genre à partir de chaque technique, je peux sortir une conclusion. Ici, alors si on parle aussi le côté technique, parce que là on a parlé des bases de données, des fichiers, voilà, des différents formats, puis on a parlé par exemple des formats Adobe, et puis ça reste intégré, ça reste des formats propres. On peut prendre n'importe lesquels, même on peut prendre des CSV. Et ben voilà, justement, ici, tout ce qui est analyse de données, ça peut passer sur des scripts Python ou R, même que ça peut passer sur des classes chez Sharp, Java, mais généralement, dans l'analyse de données, on fait du R ou bien du Python, quoi. Et donc, ce genre de script, ou bien des classes, ça dépend du langage de programmation que vous utilisez, vont passer finalement à quelque chose pour conclure ces analyses. Donc, on va avoir, genre, par exemple, des fichiers JSON qui peuvent, qui peuvent voilà, conclure ou bien illustrer tout ce qui est dans cette technique-là. Genre, par exemple, si je prends une classe qui, lui, il va étudier les signaux, genre, il sortir des phases, des modèles, des motifs, ce genre de choses. Donc, là, l'illustration va être faite soit par une autre classe, et je peux faire d'autres classes, je peux faire un autre script. Donc il va enregistrer le tout, par exemple, dans des fichiers JSON, quoi, ou bien des fichiers illustratifs. Donc comme on peut faire une petite base de données qui va illustrer tout ça. Donc, je vais passer à la couche suivante, mais avant de finir tout ça, si vous avez entendu de qu'est-ce que c'est une interface, donc une interface va être ici, donc genre la couche data mining là va finir par des annotations, ce qu'on appelle des annotations, pour quand j'appelle ces annotations là, je sais que cette annotation là va pointer sur une conclusion qui vient justement de cette analyse-là. Donc ces annotations, ils peuvent être comme si des interfaces dans Java ou bien voilà ou bien des petits scripts mais qui me guident en fait, parce que après je vais chercher le signal de propagation de l'information dans ces couches-là. Donc ce qui fait ça, c'est comme des portes. Et quand je rentre là, j'appelle quelque chose. Donc lui, il sait comment l'information s'est propagée. Donc ça, c'est pour aussi des besoins d'efficacité, de rapidité dans la recherche d'informations. Parce que voilà, si là je demande une analyse qui va aller passer par là, puis passer par là jusqu'à chercher l'information, sans faire ce genre d'annotation pour dire le schéma. Donc mon système va tout chercher dans la big data, il va pas s'en sortir, donc il va planter sûrement à la fin. Donc ça aussi c'est important de faire de ce genre de choses même, et ça ils vont être liés par des indexations. Si j'ai un big système, j'indexe aussi le chemin de recherche d'informations. Donc ça c'est important de faire des ports, ce qu'on nomme des annotations, quoi. Bon,
je passe maintenant à la couche information. Donc la couche information, maintenant on va passer à une couche supérieure. Après, donc qu'on a analysé les données, on les a enregistrées dans des fichiers JSON ou peu importe, on a fait nos annotations et tout. Donc maintenant, je vais passer à autre chose, genre par exemple pour sortir des phénomènes. Donc pour sortir des phénomènes dans la data, il faut justement qu'en amont, on doit faire toutes ces analyses-là. Donc, par exemple, pour sortir un phénomène bien précis, soit par exemple pour dire c'est une information descendante, genre par exemple s'il y avait un buzz, et puis au fur et à mesure le buzz ça paraît plus, donc je peux dire que ce buzz là il est en train de disparaître. Donc le phénomène je détecte un phénomène dans mes data, donc pour me dire que toutes les informations liées à ce buzz là sont en train d'être diminuées. Donc je peux effectivement déterminer beaucoup de phénomènes dans la data. Là je balance des mots, mais on va revenir avec plus de détails. Et pour dire justement que ces phénomènes-là vont baser sur ces analyses. Et quand je cherche un phénomène, donc il vaut mieux que je fais mes annotations pour quand il se pointe sur ces annotations-là, il va trouver vite les informations nécessaires. Donc je peux justement, quand je sorte une information de là pour la passer à la couche suivante, je peux mettre des règles, de conclusion justement de ces informations-là. Ça aussi, ça rentre dans la couche information, parce que là, c'est genre illustratif voilà, c'est illustratif des données méta, quoi. C'est des données méta qui viennent juste sur les données. Si je pense à réfléchir à faire aussi des graphes à partir de mes données, genre les liaisons entre toutes ces techniques-là et toutes ces analyses-là. Donc sûrement que mon graphe là va baser sur beaucoup de techniques. Et donc pour trouver et ces techniques-là, quant à eux aussi, ils se basent sur ça, cette couche-là et sur cette couche-là. Donc pour trouver vite l'information, c'est pour ça que je dis toujours que les annotations sont importantes. Donc je peux faire des graphes. Donc le mot technique graphe vient juste dans la couche aussi information. Si je parle des profils, par exemple des profils dans mes données, là je suis par exemple dans le domaine média. Donc par exemple je prends les annonceurs, donc je pense que je peux trouver dans la couche information des profils des annonceurs par exemple, voilà, ou bien des comportements. C'est pas là quand je dis profil d'un annonceur, c'est pas par exemple le profil de Peugeot. Non, ça je parle de profil. Ça veut dire ces marques ont tendance à construire un unique profil, que ce profil-là représente le tout en fait. Et ce profil-là, comme si on va le voir comme une personne, voilà, une personne avec des comportements bien précis, avec des phénomènes bien précis, avec des informations bien précises qui regroupent le tout. Voilà, je parle pas de genre annonceur pour mon exemple là, genre quelque chose genre annonceur quoi. Mais là je parle de plusieurs informations qui m'ont donné la notion de construction d'un profil. Voilà, c'est qu'on appelle, si pour les personnes, maintenant on appelle c'est des personas, c'est genre beaucoup de personnes. Si j'ai dans mon base de données, j'ai une base de données des produits que j'ai vendus et des informations de mes clients et tout. Donc dans la couche information, je parle des personnes, ça veut dire une personne imaginable, c'est qui n'existe pas, mais qui représente une grande tranche de ces personnes-là. Et ces personnes-là, avec tous les techniques et tous ces passages d'information, je vais trouver qui partagent justement des choses en commun, soit par exemple qui passent d'un état à l'autre, ils veulent certains produits, ils viennent me voir tous les 4 matins, voilà, donc ils ont des phénomènes bien précis, ils ont des choses en commun. C'est ce qu'on appelle aussi le profil.
C'est le profiling de ces personnes-là. Et ce profil-là, moi, comme entreprise, si je détecte ce profil-là, bah, je peux bien évidemment cibler ce profil, cibler ces gens-là. Et donc, pourquoi, par exemple, pour leur proposer des offres intéressantes, bien sûr, dans le souhait que je vends plus mes produits. Voilà, ça aussi comment la data science aide une entreprise pour vendre ses produits. Donc justement, donc si je parle des profils, dans la couche aussi information, ces profils-là sont caractérisés. Donc je peux trouver ces caractéristiques de ce profil-là à partir de la data mining qui est la couche de base. Et puis s'ils ont des préférences, je peux sortir les préférences dans le but justement de par exemple proposer des offres comme je viens de le dire. Bon, il y en a beaucoup d'autres choses, donc c'est une couche importante. Donc en passant à la couche suivante, la couche knowledge ou bien connaissance. Et donc là, je passe à un autre niveau. Donc, par exemple, quand je dis comportement, donc maintenant je parle un peu du flux, par exemple, un peu du flux de ces profils-là. Par exemple, j'ai des profils détectés, comme je viens de dire, détectés, mais j'ai un profil qui représente un ensemble de personnes. Et j'ai un autre profil qui représente un ensemble de personnes et ainsi de suite. Donc là, quand je passe à knowledge, j'essaie de trouver comment ils se comportent ces deux profils, c'est quoi les relations entre eux, c'est quoi, voilà, j'essaie donc dans la couche knowledge d'avoir plus de connaissances sur ces profils-là. Si je constate que ces profils si je constate un travail sur les profils. Si je constate par exemple un travail sur les flux, là je vais essayer de trouver des flux à mes profils détectés. Genre par exemple ces profils-là, ils veulent ils veulent quel produit, s'ils trouvent pas ce produit-là, ils vont à quel produit, et voilà, donc comment ils se comportent, si je leur, aussi je peux justement déterminer comment ils se comportent si je leur proposais une offre quelconque. Donc là, à partir de la couche knowledge, je peux déterminer ce genre de choses. Donc je peux faire un truc à l'envers aussi. Donc puisque j'ai détecté ces comportements, donc maintenant je peux faire des scénarios comme si je propose quelque chose et je vois et je regarde le comportement de ces profils-là. Tout ça, ça sort à partir des données. Donc, imaginez à partir de mes données, je sors une personne inimaginable, invisible. Et du coup, quand j'essaie d'interagir avec cette personne-là, je lui dis, tiens, monsieur personne, je te présente cette offre-là et je regarde comment il va se comporter. Donc, ce comportement-là va être donc déterminé à partir de la donnée. Et ça, c'est de la magie en fait. C'est de la folie en fait. C'est quand à partir de tes données, tu peux sortir une personne qui n'existe pas et cette personne-là a un comportement bien précis. Donc on sait bien où il va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il mange entre parenthèses. Voilà, il fait quoi, quand est-ce qu'il fait la chose, quand est-ce qu'il fait pas. Donc et puis à l'envers, je peux lui proposer des choses. Donc je peux lui proposer des offres et si quand il accepte des offres, donc justement mes clients ont tendance à accepter cette offre-là parce que selon leurs traces dans ma base de données et tout, et mes techniques de data mining, j'ai pu finalement interagir avec eux et j'ai pu finalement prévoir ils ont tendance à accepter ce que je peux leur proposer. Donc, voilà, je peux sortir des caractérisations à partir de ces données-là. Donc, je peux sortir beaucoup de choses que qui se repose sur la couche information, c'est une couche knowledge, donc pour avoir de la connaissance, de la métaconnaissance qui vient juste au-dessus de l'information. Voilà. Maintenant, la couche finale, c'est pas la couche finale, alors c'est la couche décision. Donc la couche décision où je parle donc ici pour prendre une décision, généralement on va utiliser la visualisation.
Et donc, qu'est-ce que je peux comprendre en fait, il y a beaucoup de types de visualisation. Il y a la visualisation classique, mais là, on va parler de la visualisation un peu analytique, mais qui est facile, que tout le monde peut l'accepter, mais pas avec les choses faciles, genre courbe, histogramme, ce genre de choses, mais un peu une autre manière de visualiser les choses. Que bien sûr, ici, pour expliquer cette chose-là à votre directeur, vous devez tout d'abord, vous devez justement le faire comprendre comment ça se passe, comment ces genres de choses vont être visualisées. Je donne un exemple. Par exemple, parce que ça, en fait, ce qu'on avait fait ici, ça reste entre nous, ça reste entre les data scientists. Mais puisque je parle de la décision, c'est imaginer comme si ça va se passer sur un logiciel finalement qui va finir par un visu. Tout ça, ça va être en back-end et tout ça, ça va être en front-end qui va donner au décideur. Donc, genre, dans la couche décision, je remarque que voilà, j'ai le flux de mes clients là, voilà, qui viennent et que voilà, il y en a deux produits A et B sur le marché, mais justement, on regarde que beaucoup de clients ils trouvent pas A en fait, ils trouvent pas le produit A, donc il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant obligées d'aller jusqu'au B, d'aller chercher le B. Il y a beaucoup de personnes qui voilà ils laissent tomber. Genre par exemple si je prends Apple ou bah je prends par exemple l'exemple des ordinateurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui cherchent cet ordinateur de telles caractéristiques, mais puisque cet ordinateur ça n'existe pas, ça n'existe plus sur le marché, donc ces personnes-là, il y en a qui va vers B, il va accepter un produit B, donc il a produit B qui est par exemple un corps i7 par exemple ou voilà avec des caractérisations bien précises. Il y en a des personnes qui laissent tomber, ils estiment là que le produit A va sortir. En fait, ça c'est de genre des connaissances que j'ai pu sortir à partir de la donnée, et ça c'est la ligne d'influence du marché. En fait, ça ce genre que le marché va influer, va interdire le passage de ces clients-là vers A. Donc comme si là on va commencer à comprendre quelque chose, comme s'il y a un lobby derrière qui ne laisse pas les gens aller jusqu'au produit A. Et ça peut jouer sur beaucoup de choses, ce genre de trucs. Et donc là, pour une entreprise, elle peut comprendre beaucoup de choses. Genre par exemple, elle va dire, tiens, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de gens qui cherchent le produit A, mais finalement, il y a une grande influence du marché qui leur pousse d'aller jusqu'au B, d'aller vers B. Et donc ça aussi, c'est une information pertinente. Et donc, je peux alors visualiser le comportement de marché. Donc, pour pousser plus, genre, je peux faire sortir des indicateurs. Genre, je peux aussi faire des analyses, des visus simples. Comme aussi, je peux aussi intégrer des visus qui me disent la transition de marché. Donc, je regarde des choses, je regarde le flux d'informations qui m'a après là flux d'informations qui est analysé et tout. Donc je peux regarder son transition vers le produit A et B. Et si je remarque justement donc pour le produit A, j'ai moins de flux, j'ai moins de gens qui ont trouvé A, et bah le reste des gens ils sont allés vers B. Donc, je peux alors voir les campagnes publicitaires. Donc, genre, si je visualise les campagnes publicitaires, je trouve justement qu'il y en a beaucoup des personnes ou des profils, des annonceurs, de ce genre de choses, qui visent B, donc qui poussent vers B. Et le petit A, là, c'est en fait, c'est maintenant, il est en train de disparaître. Donc moi, comme entreprise, je peux comprendre des choses, je peux comprendre mon marché, je peux comprendre que le marché maintenant, il se converge vers le corps i7, le corps i5.
il n'est pas très important. Par contre, il y en a beaucoup de gens qui se convergent vers à chercher ce produit-là. Et donc, moi, comme entreprise, je peux donc décider et agir à partir de ça pour prendre une décision. Soit j'allais aussi moi chercher des produits Core i7. Donc là, je rentre en concurrence avec les autres. Ou si je suis une start-up en cours de lancement, je peux aller chercher, aller ramener des Core i5 puisque je regarde ici que j'ai beaucoup de flux de données qui cherche mais finalement il ne trouve pas, donc il s'en va, donc il da. Donc je peux jouer sur cette partie-là. Voilà, donc ça dépend la position de votre de l'entreprise, ça dépend le besoin en fait. Et donc voilà, donc à partir de ça, je peux agir parce que je connais le marché, je connais en fait de méta connaissances des informations, hein. Et donc je peux trouver donc aussi des opportunités à partir de ces analyses-là. Donc à partir de la data science, finalement, c'est que la data science m'a ramené ça. Et c'est vraiment c'est de la folie en fait. Et donc je peux justement même faire un petit contre-attaque si vous voulez, hein. Genre par exemple je vois que il y a beaucoup de gens qui convergent vers B, donc j'allais chercher beaucoup de produits B, je le propose aux gens là, et puis à partir de mes analyses là, je peux leur proposer des offres bien précises. Genre comment ça en fait, par exemple, je sorte ici un profil de B, donc les personnes qui veulent B, et donc je vais leur proposer des offres, et là je vais avoir une réponse de mon robot. En fait, c'est le profil que imaginez que comme je viens de dire, et je fais le renversement de tout ça, et donc du coup à partir de là la production de mon entreprise, le résultat de mon entreprise va aller vers la hausse. En fait, c'est vraiment, c'est de la folie ce que je parle maintenant. Et vraiment, c'est des choses très, très importantes à connaître, en fait. Et justement, ce schéma-là, allant de la big data jusqu'aux connaissances et décisions, c'est vraiment, ça rapporte à une entreprise beaucoup de choses importantes. N'oubliez pas que justement quand vous commencez à programmer, d'utiliser beaucoup des annotations là. Ces annotations là vont vous permettre de trouver l'information vite. Et voilà pour que quand, par exemple vous appelez ce type de visualisation, on sait bien que ce type de visualisation, elle se base sur les couches d'avant. Donc sur les couches d'avant, allons jusqu'au là. Et donc justement, pour chercher une information qui va aller jusqu'au bout de ces documents-là, ça prend en fait du temps. Bon, maintenant on a des technos qui minimisent le temps de réponse, mais puisque dans les visus, il y en a sûrement des interactivités. Genre, il y a beaucoup de va-et-vient entre la couche décision et la couche big data. Donc, c'est pour ça l'utilisation des annotations pour trouver le bon chemin et pour assurer la rapidité, c'est vraiment important. Et puisqu'on a aussi beaucoup de visus qui seront intégrés dans les logiciels, aussi d'autres choses. Donc ça aussi c'est important. Et dans cette partie-là, je utilisais les indexations quand vous appelez, quand vous faites appel à la big data. Ok. Bon, j'ai fini. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez, salut.